Hamid Anne, bonsoir et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Consultant en communication, essayiste, chroniqueur politique, vous êtes un observateur avisé de la scène politique sénégalaise et ces 4 dernières années, vous avez régulièrement publié des chroniques dans la presse pour enrichir le débat politique, ne ménageant ni le pouvoir d'alors pour qui vous aviez manifestement de la sympathie, ni l'opposition porteuse de radicalité dont vous ne portez pas la ligne politique dans votre cœur. Longtemps observateur critique de la vie politique, Hamidou, vous avez franchi le pas il y a quelques mois seulement en adhérant à l'Alliance pour la République APR de l'ancien président Macky Sall après sa perte du pouvoir il y a environ 18 mois. Vous êtes d'ailleurs nommé coordonnateur national de la cellule analyse et prospective du dit parti. Et vous avez rejoint justement l'APR au moment où certains cadres ont choisi de le quitter après 12 ans de gestion du pouvoir. Alors ce soir, nous allons discuter dans cette interview de l'actualité nationale, la gouvernance du régime PASTEF sur fond de friction au sommet de l'État entre le président et son Premier ministre, le défi de la reddition des comptes, l'avenir de l'opposition face au PASTEF, le nouveau leadership au sein de l'APR, les valeurs dont vous êtes porteur, le sens même de votre engagement dans ce parti et nous terminerons par quelques questions d'actualité internationale. À nouveau, je vous dis merci, Hamidou. Merci beaucoup, Fred, de me convier pour cet entretien. Je te remercie. Je remercie vos téléspectateurs et sur toutes vos plateformes. Très bien. Alors, première question, Hamidou. Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont réalisé une nouvelle alternance politique en portant leur choix sur Diomaye Faye, l'actuel président, avec plus de 54% des suffrages, candidat de rechange de PASTEF après que son premier leader a été empêché de concourir. 18 mois après, il y a une sérieuse crise entre le président Faye et son premier ministre Sonko et vraisemblablement deux camps sont en train de se former au sein même de ce parti. Quelles peuvent être, de votre point de vue, les conséquences de cette guéguerre qui a cours au sommet de l'État entre les deux chefs de l'exécutif sur la gestion des affaires de l'État? Il faut réinvestir les choses dans une temporalité beaucoup plus longue et dans un espace géographico-politique beaucoup plus large. C'est-à-dire que tout commence effectivement par l'irruption du PASTEF sur la scène politique nationale, avec un discours plutôt extrémiste, violent, et parti qui incarne pour certains le populisme, avec tous ces agrégats, et pour d'autres une forme un peu de néofascisme auquel ont adhéré des masses, notamment les plus jeunes, des jeunes notamment urbains, et une grande partie également de la diaspora, faut-il le reconnaître. Donc ce parti a fonctionné de 2014 à sa création jusqu'en 2020-2021, avec plus ou moins de hauts et de bas, avant qu'une affaire de mœurs ne surgisse en 2021, touchant effectivement son leader, qui a réagi en personne plutôt outrancière, en injuriant, en insultant toutes les institutions, de même que les individualités qui ne seraient pas d'accord avec lui, sa vision des choses, et qui appelait à une réaction classique, c'est-à-dire que toute personne qui a maille à partir avec la justice répond de manière sereine à cette justice-là et donne ses arguments. Bref, il a préféré appeler au mortal combat, à l'insurrection, et de 2021, il y a eu une forme de retournement de situation dans le pays sur la base d'un complot, selon lui, que je considère imaginaire. Il a embarqué beaucoup de jeunes. Les choses se sont très très mal passées, un certain nombre de morts a été noté, mais paradoxalement, sa popularité quand même a cru. Ouais. Donc de fil en aiguille, effectivement, de 2021, nous sortions du Covid, période terrible pour nos économies, pour la société même de manière générale, et pour l'intégrité même des Sénégalaises et des Sénégalais, de même que l'intégrité finalement des humains sur toutes les zones de la Terre. Nous sortions donc du Covid, il y a eu ces appels répétés à l'insurrection, le renforcement d'un parti politique sorti un peu de nulle part, mais qui a fait du populisme et de la violence finalement, des outils constructifs de son action politique. Donc finalement, M. Sonko n'a pas pu concourir au suffrage universel sur la base d'une condamnation pour diffamation.
affaire que l'opposait à un ancien ministre du régime du président Macky Sall. Et disons que la situation qu'on vit aujourd'hui, pourquoi j'ai fait ce rappel historique? Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui part un peu ce que je considérais comme une forme de mal-donne historique. C'est-à-dire que la personne que les militants du PASTEF et beaucoup de Sénégalais, faut-il le reconnaître, voulaient voir à la magistrature suprême a été empêchée de concourir sur la base d'une condamnation et cette personne a désigné son autre camarade de parti qui lui-même se trouvait effectivement dans les liens de la détention pour avoir injurié des magistrats. Oui. Et je considère que c'est un retournement très intéressant et ça dit beaucoup de notre pays, de l'époque et aussi d'une forme de ras-le-bol qu'on a remarqué à l'époque, parce que le projet « je suis un tel » ne peut pas constituer la finalité d'un projet politique. Un projet politique, c'est la base, se base sur la vision d'une république sociale, démocratique, sur la base aussi du renforcement et de l'ancrage du Sénégal dans la démocratie. Deuxièmement, c'est une politique économique sérieuse, crédible, avec une vraie vision qu'on peut ne pas partager sur l'agriculture, l'industrie, le tourisme, la pêche et la politique d'emploi. C'est ce que l'ancien régime n'a pas fait? Je ne dirais pas que non, l'ancien régime a fait beaucoup de choses et on peut y revenir tout à l'heure, mais je préfère continuer dans mon raisonnement pour dire d'où finalement survient cette mal-donne. C'est-à-dire que je suis un tel, je suis empêché de concourir, je désigne un autre que personne d'entre vous ne connaît, mais finalement cette personne est élue. Il y a réellement un déficit de légitimité de la personne qui incarne aujourd'hui la figure du président de la République. Déficit de légitimité? Absolument, déficit de légitimité politique. Parce que l'élection n'est finalement... ne vient que pour entériner finalement une hégémonie politique. Oui. L'élection est quelque part un enrobage électif pour une légitimité politique que l'on construit dans le temps long de l'histoire. Et ceci étant, donc on a vu dès le début un président qui semblait être sous tutelle, dont les partisans pensent qu'il doit être sous l'autorité de son Premier ministre, et cela effectivement constitue une mal-donne, constitue une vraie problématique, parce que les institutions que nous avons au Sénégal, donc, qui ont été créées sur le modèle de la Ve République française, consacrent un président tout-puissant, qui règne finalement sur quasiment l'essentiel des institutions, avec un gouvernement à sa disposition comme bras technique pour lui permettre de conduire la politique qu'il aura précédemment lui-même définie. Donc cette situation-là, elle n'est pas celle que nous vivons. Le Premier ministre considère qu'il est le président de la République et sous sa tutelle. La base militante, de même que ses élus, considèrent que le président doit être sous tutelle. Et ceci ne s'insère pas dans le cadre des institutions républicaines du Sénégal, et cela crée la situation de friction que vous venez d'évoquer. Oui, justement, quand vous dites que l'actuel président, il y a un déficit de légitimité avec l'actuel président, un des députés du parti dit justement qu'il y a un président légal et un président légitime qui serait Ousmane Sonko. C'est un propos extrêmement grave, mais ce député est habitué à toutes les outrances verbales et à tous les outrages vis-à-vis de la République et de ses symboles. Et c'est assez regrettable d'ailleurs qu'un député, qu'un fabricant de la loi, que quelqu'un qui représente finalement les Sénégalais, parce que le député représente les Sénégalais, puisse à ce point avoir ce propos qui désacralise finalement les institutions de la République. Il n'y a pas de président légal et en face ou à côté un président légitime. Et cette même personne a dit que le président devait être un président de transition. Je pense que les Sénégalais qui ont voté en 2024, pour eux, en tous les cas, n'ont pas voté pour quelqu'un qui serait sur le fauteuil présidentiel 6 mois pour chauffer la place et confier finalement ce fauteuil à quelqu'un d'autre. Alors, je demandais quelles peuvent être les conséquences de cette guéguerre au sommet de l'État pour le pays. Une inertie déjà au plan économique, parce que finalement rien ne se passe. On a même vu que le Premier ministre mauritanien qui devait effectuer une visite officielle a finalement annulé sa visite parce que le Premier ministre est soi-disant en congé et qu'il est fâché avec le président de la République. Je ne sais pas finalement qui est le patron de qui dans les deux. Donc une situation d'inertie économique, de blocage de tous les projets, parce que le Premier ministre conduit sous l'autorité du président de la République selon la Constitution, la politique du gouvernement. Et s'il décide de s'octroyer lui-même des congés, ce qui est quand même assez incroyable et inédit, cela effectivement bloque l'action du gouvernement. Mais au-delà, le Sénégal est dans une situation, nous y reviendrons certainement, très complexe au plan économique, où il n'y a pas d'investissement, les hommes d'affaires locaux sont traqués, certains sont mis en prison. Au plan international, le pays n'attire plus suffisamment de capitaux parce que nous sommes dans une situation d'incertitude. La situation de la dette fait que, effectivement, le Sénégal est quasiment à l'arrêt. Et si on rajoute à la crise économique, avec cette dette de 132% ou 119% selon les chiffres que l'on utilise, un déficit de 7,5%, et en tout cas une économie complètement en lambeaux ou en berne et la dégradation des notes quasiment de manière mensuelle. Si on rajoute à cette
cette incertitude économique, une crise de régime, une crise qui peut découler, qui peut déboucher sur une crise institutionnelle, cela effectivement est extrêmement préoccupant. Alors, le 8 novembre dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko a organisé un grand rassemblement à Dakar dénommé le Terra Meeting, où il s'en est pris à certains membres de son parti, à la justice, à votre parti, et même défié le président Macky Sall de descendre dans l'arène pour l'affronter. Alors, dès l'annonce de ce meeting, il a été critiqué par l'opposition de ne pas s'occuper des urgences du pays. Hamidou Anne, pensez-vous que les affaires du parti PASTEF ont pris le dessus sur celles de la patrie? Vous savez, moi j'aime beaucoup l'histoire. Quand on remonte à l'histoire, Adolf Hitler est un peintre raté. M. Sonko est un comédien raté. Je pense que c'est quelqu'un qui adore ce type de rassemblement pour un peu flirter son ego boursouflé et qui adore se parler à lui-même, parler à ses ouailles et ne parle pas au pays. Et or, je ne pense pas que la politique doive se faire sans une forme de décence, de dignité et d'une forme de morale publique. C'est-à-dire qu'un homme, comme disait Camus, s'empêche. M. Sonko injurie tout le monde, menace tout le monde. Et je trouve que c'est une attitude quand même assez regrettable de la part de quelqu'un qui incarne aujourd'hui les institutions de la République du Sénégal. Effectivement, il a menacé, il a appelé son patron par décret à dissoudre l'Alliance pour la République. Il a même accusé un de ses ministres, membres de son propre gouvernement, qui représentait le Sénégal à la COP30 à Belém au Brésil. Il l'a accusé de malversation financière. Il a accusé aussi la haute représentante du président de la République de malversation financière. Il a, comme d'habitude, injurié les membres de la Cour suprême ainsi que les juges, les sages du Conseil constitutionnel. Je trouve que tout ceci manque de décence, de dignité et de hauteur. Le problème du PASTEF, en tout cas dans ses flancs les plus importants, c'est qu'il ne parle jamais du pays. Il ne parle jamais du Sénégal, il ne parle jamais d'emploi, ni d'économie, ni de culture, qui est pour moi un secteur extrêmement important. Il ne parle pas de la nation dans sa respiration, ne parle pas du Sénégal dans dans la diversité de ses composantes ethniques, religieuses, confrériques, du tourisme. Et il ne parle pas de la beauté de notre pays et de la grandeur de cette belle démocratie qui peut chanceler, mais qui retombe finalement toujours sur ses pas, parce que quiconque a vécu les événements de 2021 à 2024 sait que le Sénégal a des institutions extrêmement solides qui lui ont permis de résister. Il y a peu de pays, même les plus industrialisés, qui peuvent élire un président le 24 mars, qui était en prison jusqu'au 14 mars et qui est installé dans ses fonctions le 2 avril, donc une semaine après son élection. Je trouve que le problème du PASTEF, et de M. Sonko lui-même, parce que c'est lui leur chef, c'est de parler de choses mais qui n'ont absolument aucun intérêt sur le devenir du Sénégal, de ne parler que de ce qu'on appelle trivialement la popole, c'est-à-dire la politique politicienne, mais de ne pas parler des grands enjeux qui épousent le destin de notre pays. Aujourd'hui, le Mali, on y reviendra certainement, est dans une situation extrêmement préoccupante. Le Mali, ce n'est même pas le voisin, c'est le frère siamois du Sénégal. Mais pendant ce temps-là, M. Sonko a le temps de convoyer son cheptel de partout pour effectivement tenir des discours qui n'ont absolument aucun intérêt pour le présent et l'avenir des Sénégalais. Alors, vous semblez dire un peu que M. Sonko est un peu schizophrène, voire narcissique, c'est cela. Alors, globalement, comment jugez-vous la gouvernance de ce nouveau régime après près de 20 mois d'exercice? Je pense que ce qui les caractérise, c'est un seul mot, c'est la sidération. Je pense que autant le président, M. Faye, n'était pas préparé pour occuper le fauteuil, c'est tout à fait, ça se voit. Il n'était pas préparé à exercer la fonction de chef de l'État, il n'était pas préparé à assumer les responsabilités qui sont les siennes. Mais en tous les cas, c'est fait, il faut le constater, et qu'on l'aime ou pas, en tout cas, il est là. Deuxièmement, je pense que le parti PASTEF, pendant 5 ans, s'est contenté d'injurier tout le monde, de menacer, d'écrire des textes pour appeler l'armée à prendre le pouvoir, d'appeler régulièrement à l'insurrection, les jeunes au mortal combat, et qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé pour, dès leur arrivée au pouvoir, à répondre de manière très concrète et de manière très précise aux préoccupations des Sénégalais. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas nier, c'est-à-dire qu'il y avait un formidable vent d'espoir qui a soufflé, notamment auprès des masses les plus paupérisées de la diaspora et auprès notamment de la majorité de la population, en l'occurrence les jeunes. Mais on se rend compte qu'après quasiment 20 mois d'exercice du pouvoir, le parti est tous les jours dans soit la recherche de prétextes. C'est Macky Sall qui fait ça, c'est son régime, c'est la dette, c'est le FMI, c'est la France, c'est les États-Unis qui nous un peu mettent des bâtons dans les roues. Soit ils sont dans la recherche de prétextes,
Donc, c'est jamais de leur faute. Soit le parti, comme j'ai dit tout à l'heure, se parle à lui-même, ne parle que de politique politicienne, ne parle que de magistrats qui ne seraient pas suffisamment malléables, ne parle que d'une justice qui ne serait pas une justice de règlement de compte, ne verse que dans la menace, que dans la médisance, mais ne parle pas réellement des problèmes du pays. Et troisièmement, c'est-à-dire que le PASTEF est un parti populiste, donc c'est un parti extrêmement sectaire. Et je sais qu'il y a suffisamment de bonne volonté, ce n'est pas nous, mais il y a des bonnes volontés dans le pays qui ne sont dans aucune formation politique et même des organisations citoyennes qui se sont construites à la veille de la présidentielle et qui seraient certainement disposées à les accompagner au regard de leur expérience, de leur carnet d'adresse et de leurs compétences. Mais comme c'est un parti sectaire, ils pensent effectivement que toute forme d'ouverture est une forme de renoncement à ce qu'ils sont. Or, leur base radicalisée, comme je le dis, est extrêmement minoritaire, mais ils ne se rendent pas compte. On fait campagne à gauche ou à droite de manière classique, mais on gouverne toujours au centre en essayant de rassembler le plus large possible autour de celles et ceux qui pensent qu'ils peuvent aller les aider et les soutenir, tout en laissant effectivement l'opposition républicaine dans son rôle qui est de contester et de critiquer l'action du gouvernement. Alors, vous parliez fort à propos de la justice. Le régime a lancé une opération de moralisation de la vie publique à travers la reddition des comptes. Alors, que faut-il attendre de cette opération quand on sait que chaque régime qui s'installe dit vouloir faire la reddition des comptes avec certainement de bonnes intentions, mais le temps passant, on est tenté de dire que c'est trop d'arrivisme pour si peu d'arrivage. C'est-à-dire que ça ne se passe pas avec la sérénité requise, on politise tout, on l'a vu également avec votre propre parti, vous n'y étiez pas. Absolument. Voilà, que faut-il attendre de cette opération? C'est souvent une perte de temps et c'est souvent des processus de règlement de compte qui n'ont pas grand intérêt. Mais est-ce qu'il y a de vrais dossiers? J'en viens. C'est souvent des processus de règlement de compte pour satisfaire une base militante. Moi, j'ai été choqué en 2012-2013 d'entendre que poursuivre Karim Wade est une demande sociale. La justice, non. Poursuivre une personne ne pas être une demande sociale. La justice, elle est certes rendue au nom du peuple, mais il faut quand même avoir des dossiers suffisamment sérieux pour poursuivre quelqu'un en garantissant quelque chose d'essentiel dans un état de droit, à savoir la présomption d'innocence. Donc effectivement, on a vu que le régime de Wade l'a fait avec les audits des anciens barons du régime de Diouf, le régime de Benno l'a fait avec les gens d'Abdoulaye Wade, eux ils sont en train de le faire, mais eux ils y vont quand même avec davantage, de mon point de vue, de brutalité. Pourquoi? Parce que quand on voit un premier ministre qui fait campagne en disant qu'un tel, c'est sa dernière campagne, on va le mettre en prison, un tel autre, on va le mettre en prison, un tel autre a fait ceci, on va le mettre en prison, j'ai vu un compte de 1000 milliards, bon, etc. Je pense que tout ceci manque de sérénité et c'est fait d'une manière plutôt brutale qui fait que même tactiquement, cela grippe finalement la machine parce que même si cette personne, par hasard, était coupable, on considérait que le Premier ministre l'a déjà condamné avant même que cette personne-là soit poursuivie ou ne soit arrêtée. Deuxième chose, on voit quand même que la montagne, pour beaucoup, accouche d'une souris. C'est-à-dire que M. Mansour Faye a été poursuivi, arrêté, mon ami Mansour Faye, pour des accusations extrêmement graves qui ont choqué beaucoup de gens. Et finalement, on se rend compte qu'après quelques mois en prison, c'est un non-lieu parce qu'on l'accuse de choses qui sont impossibles. M. Farbangom, dont M. Sonko avait annoncé d'ailleurs l'arrestation en disant que c'était la dernière fois qu'il faisait campagne, c'était au mois de novembre dernier. Ça fait plusieurs mois, presque, en tout cas 7-8 mois qu'il est en prison. Il n'a toujours pas été entendu par un juge d'instruction et que je trouve que c'est extrêmement regrettable et ça donne plus l'impression d'un règlement de compte. Je m'arrête toujours sur le sieur Farbangom, dont des médecins ont dit, donc deux équipes distinctes de médecins ont dit que son état n'est pas compatible avec la prison, mais on continue quand même à le garder. Et d'autres sont arrêtés, parfois 7 mois, et finalement, une fois présentés devant un tribunal, ils sont relaxés ou ils ont des peines moindres par rapport en tout cas au temps qu'ils sont restés en prison. Vous savez, notre état a été conçu, notre état est sérieux. Il y a des textes sérieux qui régissent notre pays et nous avons des organes solides de contrôle. L'inspection générale d'État est là, le contrôle financier, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, les inspections internes dans les ministères. Donc le processus de reddition des comptes, finalement, il est quotidien. Mais il se fait dans les bureaux feutrés des administrations.
il est conduit par des fonctionnaires très sérieux ou des magistrats extrêmement sérieux et compétents, et que tout ceci finalement se fait au quotidien et n'a pas besoin de beaucoup de bruit, parce que le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas finalement arrivent à un résultat extrêmement moindre. Et dernière chose, c'est même très gênant pour le régime, et M. Sonko en l'occurrence, et même tout, parce qu'ils font tout ça, de toujours parler du pouvoir judiciaire. Au regard du principe de la séparation des pouvoirs, l'exécutif ne doit pas s'immiscer dans le travail des magistrats. Le pouvoir exécutif est distinct. Il y a une séparation étanche entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, comme il y a une séparation étanche entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc voir des parlementaires s'immiscer dans le travail de la justice, distribuer des cartons jaunes et des cartons rouges, qui est coupable, qui ne l'est pas, et parfois c'est des accusations absolument scabreuses concernant des montants faramineux, et on se rend compte finalement que tout ceci n'aboutit à rien. Mais de manière générale, le républicain que je suis considère toujours choquant que l'exécutif s'immisce dans le travail de la magistrature. Et ça, c'est pas nouveau. Pas du tout, c'est pas nouveau. Le Sénégal a toujours fonctionné comme ça. J'ai dit, le Sénégal a toujours eu, effectivement, il y a toujours des immixtions d'un pouvoir, surtout exécutif législatif, vers le travail du judiciaire. Mais je disais tout à l'heure que la brutalité avec laquelle quand même ce régime-là agit, et je la trouve très concernante. Et ici, ce ne sont pas des seconds couteaux ou des petits lampions dans une mairie quelconque. C'est le Premier ministre qui dispose de l'administration selon la Constitution, qui tous les jours s'immisce dans le travail de la magistrature en disant qui doit être emprisonné ou pas. C'est quelqu'un qui est même allé jusqu'à fustiger la condamnation pour 15 jours d'un jeune activiste, Ahmed Ndoye. Donc je trouve ça gênant. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui accuse des magistrats de corrompus. Et d'ailleurs, je me demande ce que l'Union des magistrats du Sénégal attend, parce qu'elle est censée être garante de l'intégrité physique et morale des magistrats. Peut-être à la décharge du Sénégal, ce n'est pas une particularité, même dans les pays qu'on dit être les grandes démocraties comme la France ou les États-Unis, l'exécutif s'immisce dans les affaires judiciaires jusqu'à un certain niveau. On le voit avec l'affaire de Trump, l'affaire de Sarkozy, Hollande et tout ça. Alors, Ami, je veux qu'on s'arrête un peu sur la question des organes de contrôle, les corps de contrôle, l'IGE, l'OFNAC et tout ça. Mais est-ce que le mode de fonctionnement de ces organes ne doit pas être revu? Par exemple, je pense que les rapports de l'IGE sont destinés qu'au président de la République et c'est lui qui décide de si on doit poursuivre X ou Y. Est-ce que là-bas, il n'y a pas un souci? Oui, c'est un point de vue. Pour moi, c'est une affaire d'école. C'est une affaire d'école. Certains considèrent que comme l'IGE dépend directement de la présidence de la République et que c'est l'administration la plus importante du pays, c'est vraiment quasiment l'administration suprême au Sénégal. Prestige. Et au regard de la sensibilité effectivement des dossiers que traite l'IGE, il est pour certains concevable que le président de la République soit le destinataire unique de ces rapports. S'il y a une autre école qui considère effectivement que les rapports de l'IGE doivent être d'abord délocalisés de la présidence de la République parce qu'elle peut auditer la présidence, et que ces rapports doivent être transmis directement soit au procureur, soit à des juges d'instruction. C'est une affaire d'école. Moi, honnêtement, je n'ai pas un avis sincèrement tranché sur le sujet. En revanche, sur le contrôle de manière beaucoup plus globale, je pense effectivement qu'on peut réformer certains de nos organes de contrôle pour leur donner beaucoup plus de moyens. Parce que le travail d'audit et de contrôle est un travail sérieux, est un travail difficile. Et surtout aujourd'hui, avec le développement de la délinquance à col blanc, il est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'avant de poursuivre certaines gestions indélicates des deniers publics, ou en tout cas juste le grand banditisme de manière la criminalité financière. Donc je pense d'abord la première urgence, c'est de leur donner davantage de moyens humains, matériels et financiers, de leur permettre vraiment de jouer leur rôle, et qu'ensuite, qu'il n'y ait pas non plus de gens que l'on protège ou que d'autres que l'on sacrifie sur l'autel effectivement des sensibilités politiques. Et dernière chose, mais ce régime, malgré tout ça, tous ces effets d'annonce, toutes ces annonces au préalable, me semble disqualifié. Pourquoi? Parce qu'on a vu le Premier ministre en meeting tenir un garçon par la main et dire qu'il n'a rien fait. Alors que c'est quand même un garçon poursuivi par la clameur populaire. En tout cas, même le député Thierno Alassane Sall a porté plainte sur une gestion d'une affaire d'une agence d'électricité, je crois. On a vu aussi le même Premier ministre dire que mon ministre fait l'objet de soupçons de surfacturation, mais nous ne l'avons pas remercié, nous l'avons déplacé en autre ministère, sachant qu'à la limite là-bas, il a plus de budget que son administration précédente. Je trouve que tout ceci
ne rassure pas par rapport à la volonté de réduction des comptes. Et pour finir avec ce point, alors est-ce que vous convenez tout de même avec moi que, bon, moi, le président de la République, destinataire des rapports, quand X, Y, Z sont poursuivis et que Z est de mon camp, je vais avoir la tendance naturelle à vouloir le protéger au détriment des autres. Bon, c'est là où un président de la République est une institution et diffère de nous autres simples mortels. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce ne sont pas, il y a un devoir, comme disait Badinter, il y a un devoir d'ingratitude vis-à-vis de la personne qui nous a nommés. Si on pense que les actions qu'on veut poser sont plus en phase avec les institutions, avec nos convictions, il y a aussi de l'autre côté un devoir d'ingratitude, par exemple, entre un président de la République et ses militants et son personnel politique ou ses cadres. Et que quiconque, ça c'est ma conviction propre, quiconque est soupçonné d'une gestion indélicate, pour moi, doit faire l'objet d'enquêtes sérieuses, tout en respectant, par contre, j'y reviens, le principe sacré de la présomption d'innocence. Et si ces faits sont avérés, matérialisés, et que la justice rend un avis jugeant de la culpabilité de la personne, je pense qu'elle doit rendre gorge comme tout un chacun. Très bien. Parlons cette fois-ci de votre engagement au sein de l'APR. Vous avez observé ce parti gouverner pendant 12 ans et vous ne l'aviez rejoint qu'il y a juste quelques mois, en pleine introspection, disons à un moment improbable puisqu'il a perdu le pouvoir. Alors, faut-il voir de l'opportunisme ou un signe de courage de votre part? Bon, je pense que si j'étais opportuniste, je les aurais rejoints quand ils étaient au firmament de leur époque politique, quand ils étaient au pouvoir, parce qu'il faut savoir que je compte quand même beaucoup d'amis et de connaissances au sein de l'Alliance pour la République, mais je n'avais jamais émis le besoin d'y adhérer. Eux non plus ne m'avaient jamais appelé, pour être tout à fait honnête. Moi, j'avais un travail, je travaillais sérieusement comme fonctionnaire de l'État, et puis j'avais aussi une vie intellectuelle avec beaucoup de production intellectuelle, beaucoup de conférences ici et à l'étranger. Et puis je considérais que ce n'était pas le moment non plus pour moi de faire la politique, parce que je considérais que ma formation, en tout cas technique et administrative, n'était pas aboutie, et qu'il est important que nous tous nous engouffrions pas dans les partis politiques et qu'il y ait quand même certains Sénégalais qui tiennent l'État, parce que c'était la position de mon point de vue la plus révolutionnaire et la plus intéressante, c'était d'apprendre le service de l'État, c'était de me consacrer au service de l'État, tout en alliant au service de l'État une carrière d'intellectuel, d'auteur. Et à un moment donné, effectivement, vous l'avez mentionné au début, à part quand le PASTEF a multiplié les appels à l'insurrection en 2021, je me suis engagé comme intellectuel, en dehors de l'APR, pour combattre intellectuellement le PASTEF, mais dans les idées, en menant une bataille des idées. On va en revenir. Voilà, et bon, finalement, le PASTEF a gagné, est devenu majoritaire dans le pays. Il était pour moi important d'être cohérent et constant, en tout cas dans mes engagements et dans mes combats. Et c'était classique finalement de quitter le registre de l'observation et de l'analyse politique et être maintenant dans le combat politique, dans l'arène politique, mais toujours avec un besoin, c'est d'être dans la mêlée, mais en même temps en surplomb. C'est d'avoir suffisamment de hauteur pour penser les choses dans leur complicité et dans leur longueur, dans leur profondeur historique, mais être également dans la mêlée pour joindre ma voix à celle de mes camarades et faire face intellectuellement au PASTEF. Très bien. Alors, dans une correspondance qu'il a adressée au pasteur Jacob Verne en 1767, Voltaire, en contraste avec Rousseau, disait « Jean-Jacques écrit pour écrire, moi j'écris pour agir ». Hamidou Anne, longtemps vous avez agi à travers vos écrits avant de considérer à un moment donné que la plume ne suffisait plus, qu'il faut de l'action. Alors c'est ainsi que vous atterrissez à l'APR. Quelle va être votre valeur ajoutée dans l'espace politique en général et au sein de l'APR en particulier? Parce que vous disiez quelque part qu'il faut faire la politique autrement. Absolument. En essayant, de manière courageuse, téméraire de ma part, de réconcilier Voltaire et Rousseau, moi je disais que je suis profondément habité par la philosophie de la praxis. C'est-à-dire que penser son action et agir sa pensée. La politique, c'est marcher sur deux jambes. C'est penser l'action dans sa profondeur, dans sa subtilité et dans sa finesse, mais en même temps agir pour aller porter la parole de la transformation
radicale de la société dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment les plus précaires, en l'occurrence les jeunes et les femmes, sur le terrain. Et en arrivant à l'APR, effectivement, c'est une phrase très courante. Tout le monde dit qu'il veut faire la politique autrement. On a vu les partis anti-système le dire. Quand Macron en France est venu, il l'a dit. Le PASTEF l'a dit. L'Alliance pour la République en 2008, quand ils ont monté leur parti, ils l'ont dit. Donc, tout le monde... Bon, pour moi, c'est un peu un lieu commun. Mais ce qui importe en l'occurrence, en revanche, par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière concrète. Comment est-ce qu'on pense les choses dans leur complexité, dans leur globalité, en ayant aussi le courage et la lucidité de se dénoncer soi-même, de dénoncer les tares du régime APR quand ils étaient en place, des choses que j'avais critiquées à l'époque, et je continue également à formuler des critiques si le besoin s'en fait ressentir. Donc c'est d'abord qu'est-ce qu'on fait dans la pensée. Comment repenser complètement le logiciel politique et idéologique du parti, comment repenser sa méthodologie d'action, comment réenchanter finalement un véritable désir de militantisme au sein de l'appareil de l'Alliance pour la République, et comment surtout refaire de la République un mot au centre de notre action politique. Ce n'est pas par hasard que ce parti s'appelle Alliance pour la République. Dans ce parti figurent des libéraux qui viennent du PDS, des communistes, des sociodémocrates comme moi, mais tous, nous faisons, comme dit Jean-Pierre Chevènement, nous faisons mélange. J'aime cette belle expression. Nous faisons mélange autour de l'idée de la République. Donc c'est pour ça que je suis là, d'abord. Ensuite, je suis là pour aller... Parce que l'APR a un bilan économique extraordinaire. Il ne faut pas se voiler la face, c'est un bilan extraordinaire. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois que les oppositions de l'époque critiquaient, ils disaient oui, nous critiquons le bilan immatériel, mais pas le bilan matériel. C'est à partir de ce bilan, faire aussi le diagnostic de pourquoi, malgré ce bilan, l'APR a perdu et a eu le score qu'il a eu à la dernière présidentielle. C'est partir de ce bilan-là pour bâtir un nouveau programme politique pour les échéances à venir, avec un mantra, faire plus et faire mieux. Faire plus et faire mieux. Comment continuer à bâtir des infrastructures, comment construire des universités, des hôpitaux, des centrales énergétiques, des centrales électriques, comment prendre en compte la question du climat, comment prendre en compte la question de la santé, de la reproduction, comment prendre en compte la question essentielle de l'emploi des jeunes pour éviter que ces jeunes prennent des embarcations de fortune et partent. Comment faire plus pour davantage satisfaire les populations, mais comment le faire mieux? C'est comment mieux rationaliser la dépense publique, comment mieux avoir une traçabilité sur les circuits de financement des projets, comment mieux lutter contre la corruption, le gaspillage, etc. Donc, et troisièmement, ce qui m'amène ici aussi, en tout cas la mission qui m'a été confiée par le président Sall, c'est l'APR a subi beaucoup de critiques d'intellectuels, d'universitaires. Tout le monde a vu les pétitions qui se sont multipliées à l'époque. Beaucoup de jeunes, parce que quand on est jeune, on se construit contre le parti au pouvoir. Moi, je me suis construit contre Abidou et Abdoulaye Wade. Les jeunes, aujourd'hui, qui n'ont pas l'âge de voter, ou les primo-votants, se sont construits contre Macky Sall. Donc, comment, à partir de ces malentendus, de ces colères, de ces reproches, finalement, s'expliquer, sur le bilan, en ayant la lucidité de reconnaître ce qui n'a pas marché également, mais à partir de ce bilan, comment aller à la reconquête de nouveaux militants, de nouveaux sympathisants, et comment défricher de nouveaux territoires de progrès politique, économique et social. Et comment aussi recréer un lien entre les intellectuels et les universitaires et l'APR, entre les think tanks, les associations de femmes, les mouvements de jeunesse. Donc c'est vraiment de rénover de manière globale le logiciel du parti pour le mettre plus en phase avec les aspirations des jeunes, avec aussi la modernité, parce que le parti aujourd'hui va fêter dans quelques jours son 17e anniversaire, donc ça commence à vieillir, et comment enfin créer une passerelle entre les espaces de pensée et les espaces de pratique politique pour que les espaces se nourrissent mutuellement. Alors, de la critique à l'exposition politique, quelle sera votre liberté de ton? Est-ce que, en vous confrontant aux réalités du terrain, vous ne risquez pas de modérer certaines de vos prises de position d'antan? Bon, moi, je suis violemment modéré, comme d'habitude. Violemment modéré. Je suis violemment modéré. C'est une phrase que j'ai entendue dans une région que j'aime beaucoup aller parfois. Je suis violemment modéré. Et je pense que mon propos a toujours été ferme, notamment sur la dénonciation du fascisme, du populisme autoritaire, des propos et des actes anti-républicains, de la démocratie illibérale. J'ai toujours pris des positions tranchées contre les putschs, contre les juntes dans le Sahel, etc. Mais j'ai quand même essayé toujours de formuler ces propos en prenant en compte la dimension de fond
Parce que c'est important de savoir de quoi on parle, de définir les termes, de savoir de quoi on parle, mais en même temps de dénoncer, de critiquer, mais toujours, certes ferme, mais toujours dans la courtoisie et la responsabilité. Donc ma liberté de ton, c'est une question essentielle et je me la suis posée plusieurs fois avant d'adhérer à l'APR et je me la pose d'ailleurs toujours parce que la réflexion, elle n'est jamais terminée. Même ici à l'APR, je réfléchis encore, je m'interroge parce que c'est le sens finalement. La philosophie commence quand l'homme s'est étonné, puis s'est interrogé. Et donc du coup, non, je m'interroge encore sur quelle est la frontière entre ma liberté de ton, que l'on me connaît, mais avec l'exigence de solidarité, ici non pas gouvernementale, mais solidarité militante, ouais. Et quelles sont les marges de manœuvre dont je dispose pour faire avancer mes idées. Mais heureusement que nous avons un président de parti qui est un intellectuel, quelqu'un de très sérieux, de très ouvert. Macky Sall est quelqu'un de très ouvert à la contradiction, au débat. Et il faut le convaincre. Si tu as des arguments pour le convaincre, même s'il avait un avis, il peut changer d'avis. Et si tu arrives à le convaincre. Ouais. Alors, vous voulez donc dire qu'entre la pensée politique que vous avez longuement développée et la réalité du terrain, il n'y a pas un risque de hiatus maintenant que vous êtes passé du rôle de théoricien à celui de praticien avec la complexité, toute la complexité que cela implique? Non, je ne suis pas passé de théoricien à praticien. Je suis les deux. Je suis encore dans les deux. J'écris toujours. Là, vous m'avez trouvé en train de travailler. Donc, j'écris toujours des réflexions sur la politique. Je travaille sur un ouvrage actuellement aussi sur la théorie politique parce que je considère que la politique marche sur ces deux jambes. C'est-à-dire qu'on fait de la théorie parce qu'il faut penser son action, mais une pensée finalement qui n'est pas suivie d'action, elle est vaine. Et on agit aussi sa pensée parce qu'une action qui ne s'ancre pas dans une pensée profonde et complexe, c'est une action finalement décousue, désordonnée, et il peut y avoir une distorsion entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, et vice-versa. Donc je continue d'être le théoricien que les gens connaissent, donc je produis la réflexion. Là, j'ai donné une conférence à Sédhiou il y a quelques jours, j'en donnerai une autre, j'étais à l'étranger pour aussi donner des conférences, et j'écris, je produis. Mais je parle aussi, je rencontre beaucoup de militants, beaucoup de responsables. Donc voilà, je ne pense pas de l'un à l'autre, je suis dans une forme d'alliage, de mélange entre les deux, et puis ils se recoupent vraiment. Donc vous êtes toujours théoricien et en même temps praticien cette fois-ci. C'est ça. Alors, la descente dans l'arène politique, c'est quelque chose qui était latent chez vous ou bien c'est la radicalité du PASTEF qui vous y a contraint ou plutôt précipité ce choix? Non, ça a toujours été latent par contre chez moi. Moi, j'ai toujours adoré la politique. Je pense que toutes les personnes qui me lisent depuis des années savent qu'à la limite, je parle de 60% de politique et 30% de culture. Et d'ailleurs, je retrouve beaucoup de la culture dans la politique et vice-versa. Oui, j'ai toujours été passionné par ça. Je suis la politique au Sénégal, en France, au Mali, jusqu'au Népal, au Vietnam, aux États-Unis. Donc, je suis la politique quasiment dans beaucoup de pays. C'est un peu le cœur battant finalement de mon travail depuis longtemps. J'ai écrit une pièce de théâtre aussi qui est très, très politique. Non, la politique, je pense que c'était une question de temporalité en fait pour rejoindre l'arène politique. Après, c'était les formes qui pouvaient être interrogées. Est-ce que je rejoignais plutôt tel parti ou tel autre? Est-ce que je lançais moi-même ma formation politique? C'est pas un mystère c'est un mystère pour personne que je suis de gauche, issu de la social-démocratie. Et voilà, non, mais voilà, c'était une question de temps. Et quel regard aviez-vous sur l'APR de l'extérieur pendant sa gouvernance, ces 12 ans de pouvoir? C'est une question très importante. Moi, j'avais un regard particulier sur l'APR parce que j'ai la particularité de compter beaucoup d'amis qui sont membres fondateurs du parti. Donc, en fait, je connaissais un peu le parti, un peu de l'intérieur, et je l'ai vu aussi gouverner. Donc, j'ai vu le parti quand même réussir à moderniser, en tout cas notre pays sur bien des aspects, il faut le reconnaître, avoir un bilan politique, économique que je trouve exceptionnel, continuer l'ancrage de notre démocratie, et ça c'est un processus. Senghor a fait, Diouf, Wade, président Sall aussi, a continué finalement dans cette trajectoire d'ancrage et de modernisation de la démocratie. Mais la critique que je formulais souvent à l'encontre de l'APR, c'était que c'est un parti qui ne me semblait pas donner une grande importance à la pensée, à la théorie. Or, elle est importante. Pour moi, c'est un parti qui s'est beaucoup focalisé dans les infrastructures, dans les centrales énergétiques, dans la construction de beaucoup de choses. Et c'est très bien
parce qu'un pays aussi a besoin de se développer via des infrastructures. Mais de mon point de vue, quand on a gouverné 12 ans, le parti n'a pas eu une forme d'hégémonie intellectuelle dans l'espace politique, hégémonie au sens gramscien du terme. C'est-à-dire que le parti n'avait pas suffisamment imprégné le sens commun à travers ses idées, ses réflexions, ses pensées, et on ne retenait pas grand-chose en termes juste de pensée pure et de théorie politique pure. C'était plus un parti de bâtisseurs, de faiseurs, mais qui a, de mon point de vue, un peu négligé la pensée. Et j'ai écrit il n'y avait pas de formation non plus. Exactement. Et j'avais aussi écrit un texte en 2021, je crois, que tout le monde peut retrouver, où je reprochais ça au parti, à l'APR. Et je trouve qu'après les épisodes de violence que l'on a connus en 2021, la réponse n'était pas d'organiser des meetings un peu partout pour montrer une forme de démonstration de force. L'idée, c'était de s'asseoir et de repenser le modèle social sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, malgré ce bilan économique, qu'un homme qui est en indélicatesse avec la justice pour des histoires de mœurs puisse propulser par contre des centaines de milliers de jeunes dans la rue, et de mon point de vue, jusqu'à ce qu'il y ait quand même une quinzaine de jeunes qui soient morts, je pense que cela valait une réflexion très sérieuse et très lucide. Avoir le courage de se dénoncer, de considérer que malgré notre bilan économique, il y a une forme de distorsion ou de distance entre les espaces de pensée et les espaces de pratique politique. Il y a une forme de distance, un fossé qui s'est creusé entre nous et la jeunesse qui ne comprend pas notre action politique. Là, je parle de l'action de l'APR, qui ne la comprend pas, même si elle bénéficie de ses universités, de ses routes, de ses autoroutes. Mais quelle est la réponse à l'interrogation fondamentale sur le sens même de la part de ces jeunes qui sont parfois pas en âge de voter, ou qui commencent juste à voter, ou qui ont la vingtaine, ou en tout cas tout début trentaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et de mon point de vue, le parti n'a pas suffisamment investi intellectuellement dans la pensée, dans la réflexion, dans la théorie, pour apporter des réponses qui puissent après être propagées pour constituer le sens commun et constituer une forme d'hégémonie politique, intellectuelle et culturelle. Et c'est ce que vous apportez aujourd'hui, ou bien que vous incitez à... Modestement, parce que moi je crois beaucoup, comme vous le savez, au combat culturel. Je pense que les défaites électorales sont précédées de défaites culturelles. Je pense que dès l'instant que le PASTEF tenait le là sur le discours et sur le récit, parce que le récit politique s'était plié quasiment, la consécration devait être juste une victoire électorale. En 2008, Macky Sall avait gagné la bataille culturelle. Donc 2012 ne devait être finalement qu'une forme de consécration. Donc je crois beaucoup à la bataille des idées, je crois à la victoire culturelle, qui préexiste finalement à la victoire électorale. C'est ce que modestement, avec beaucoup de camarades, de responsables, d'intellectuels, de penseurs, de cadres, surtout beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints dans le cadre de la cellule analyse et prospective, c'est ce qu'on essaye d'apporter. Redonner une forme de réjouissance à l'idée même de penser dans le parti, redonner un sens à la réflexion politique dans le parti et anticiper. C'est pour ça aussi que le président Sall, qui est le créateur de la cellule analyse et prospective, a mis le mot prospective, parce qu'il considère que les partis agissent aujourd'hui, mais leur action a un impact effectivement sur les années et les décennies à venir, et qu'en fait le monde change très très vite. Vous avez vu l'intelligence artificielle, il y a des bouleversements extraordinaires, la question du climat. Comment anticiper les problématiques de demain, les interrogations de demain, en esquissant dès aujourd'hui des réponses? Alors, puisque vous vous réclamez homme de gauche, la question que je me pose, c'est pourquoi n'avoir pas choisi d'adhérer à un parti de gauche? Ou bien au Sénégal, pour vous, il n'y a pas de parti de gauche, comme dit quelqu'un, mais il y a plutôt des hommes de gauche. Non, il y a des hommes de gauche. Je vais citer mon ami Sambassi du Parti de l'Indépendance et du Travail, mon ami Nicolas Ndiaye. Non, il y a des hommes de gauche et des partis de gauche. Oui. Non, c'est indéniable. Le Sénégal, d'ailleurs, a une grande histoire de gauche, des courants marxistes, léninistes, maoïstes, il y avait des trotskistes, ouais. Il y a même des gens de tendance Rosa albanaise, etc. Donc il y a eu un peu, il y a dans l'éventail un peu des gauches, le Sénégal a tout eu. Mais je m'inscris beaucoup aussi dans la pensée d'un Babacar Sine, qui est militant communiste et qui a adhéré un moment au Parti socialiste en parlant d'un compromis historique entre le marxisme-léninisme et la social-démocratie, en considérant que l'économie de marché était devenue irréversible et que la pensée pure, fallait aussi l'insérer dans le cadre de la réalité politique de son action de l'époque. Et l'APR, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une alliance. Ici, nous avons des hommes de gauche, nous avons des communistes, nous avons des libéraux qui viennent du PDS, nous avons des gens qui viennent du nationalisme, des gens même qui viennent de courants conservateurs. Et le mot alliance est vraiment extrêmement important. Et le président Sall, avec qui j'ai eu une discussion la veille de mon adhésion, parlait de libéralisme politique,
qui est une notion d'ailleurs au début de gauche, même si le mot libéralisme, à chaque fois qu'on le prononce, nos camarades un peu poussent des cris de frais, mais il y a une distinction entre le libéralisme économique, voire le néolibéralisme économique, et le libéralisme politique issu de la philosophie du 19e, du 18e, mais qui a pensé la liberté, l'autonomisation de l'individu, la démocratie, mais dans le cadre de la vie en société. Donc l'APR est une alliance, il y a une aile social-démocrate que j'incarne avec d'autres, il y a des libéraux. Voilà. Après, il y a aussi la figure du président Sall qui a fait que je suis venu. C'est un homme, comme je vous ai un peu expliqué, voilà. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Et nos échanges, notre dernier échange avant que j'arrive m'a beaucoup convaincu et j'ai décidé de le rejoindre. Avez-vous des critiques à formuler sur la gauche sénégalaise, ou bien les gauches sénégalaises? Quelles sont ces critiques? C'est très facile, c'est difficile et facile en même temps. C'est difficile parce que je n'ai que des amis et il serait malvenu même de ma posture d'être un peu voilà, dans une position de non-leçon. Mais donc c'est difficile, mais c'est facile parce que j'y suis. Donc les critiques que je peux formuler à la gauche sénégalaise, voire à la gauche africaine ou européenne, d'ailleurs, je me les formule en même temps. Mais je pense que la gauche sénégalaise, elle a beaucoup été dans la position de porteur d'eau et jamais à l'initiative. Je pense qu'elle s'est... par réalisme, et ça c'est quelque chose que je tiens à saluer, elle s'est mise parfois dans des appareils, mais elle n'a pas tiré son épingle du jeu dans les appareils. Elle s'est perdue quelque part, a perdu son âme dans les appareils de les coalitions, notamment avec Diouf, Wade et Macky Sall. Deuxièmement, qu'à la gauche, elle n'a pas su moderniser, de mon point de vue, son logiciel, ses pratiques, ses façons de faire, pour être davantage attractive auprès des jeunes, notamment. Et de ce point de vue-là, la question du récit me semble extrêmement intéressante. Comment bâtir un nouveau récit qui puisse prendre en compte les aspirations classiques de la gauche, c'est-à-dire l'égalité, la justice sociale, la liberté, la démocratie, le centralisme, l'État, la notion d'État, et comment en fait aussi les insérer dans des problématiques aujourd'hui beaucoup plus modernes, comme l'écologie, les questions des droits des femmes, les questions des inégalités de genre, etc. Mais c'est une critique qui touche quasiment toute la gauche internationale, à part dans quelques pays, notamment en Amérique latine dans la dernière décennie. Elle a beaucoup de mal, la gauche française, vous avez vu l'état dans lequel elle est. Et d'où aussi, moi, l'intérêt que j'ai eu un moment beaucoup pour des lectures sur le populisme de gauche, c'est comment bâtir des chaînes d'équivalence entre les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, les mouvements écologistes, et comment en fait les lier finalement et les insérer dans la grande histoire, dans la grande tradition de lutte des gauches. Et comment aussi les partis politiques doivent, de mon point de vue de gauche, plus échanger, plus créer des liens avec les mouvements sociaux qui ont aujourd'hui l'avantage d'être plus ancrés sur le terrain, beaucoup plus proches des citoyennes et des citoyens. Donc voilà, c'est moins des critiques que des interrogations sur le sens, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de gauche dans le monde. Quand on voit ce que l'impérialisme américain, en tout cas promeut avec la violence de la diplomatie transactionnelle. Quand on voit ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Soudan, en RDC et plus près de chez nous, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Quand on a vu aussi ce qui s'est passé ces dernières décennies en Tunisie, où nos camarades Chokri Belaïd, etc., ont été assassinés, on n'a jamais eu autant besoin de gauche. Or, la gauche n'a jamais, de mon point de vue, été aussi faible. Alors, ami de gauche, vous vous intéressez également à la politique sur le plan international. Je note que partout dans le monde, que les partis de gauche sont en perte de vitesse au profit des extrêmes, en l'occurrence l'extrême droite, ce qui a pu produire des Trump aux États-Unis, Milei en Argentine, Meloni en Italie, Orban en Hongrie, Modi en Inde. Et cette vague guette aussi la France, l'Allemagne, l'Espagne, un peu partout. Quelle lecture faites-vous de ces changements? C'est des changements effectivement très intéressants à observer, parce que autant on a eu après la chute du mur une forme de printemps des libertés, de la démocratie, mais il y a eu une gueule de bois peut-être 10 ans plus tard, parce que les mouvements progressistes de l'époque n'ont pas su répondre de manière concrète aux aspirations des citoyennes et des citoyens, notamment les plus faibles et les plus précaires. Et deuxièmement, à chaque fois que la gauche fait comme la droite,
quand elle singe la droite, finalement, elle perd son âme. C'est-à-dire, elle fait comme la droite, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a vu en Angleterre, notamment avec les mandats de Blair et de Gordon Brown, que la gauche, finalement, a gouverné comme les libéraux. Aux États-Unis, les mandats de Clinton, puis ceux d'Obama et de Biden, la gauche à peu près a fait la même chose. En fait, il n'y avait pas grande différence entre les politiques de gauche et les politiques de droite. Et le cas le plus emblématique de mon point de vue, c'est la France, où la gauche a gouverné pendant 30 ans, depuis le tournant de la rigueur de 83, quasiment comme la droite. Et à un moment, celui qui a compris ça, c'est Emmanuel Macron en 2017, qui explose et la gauche et la droite en considérant qu'ils faisaient les mêmes choses. Et on s'est rendu compte qu'il avait regroupé dans son mouvement des hommes issus de l'UMP, d'autres du PS, et que finalement ces gens qui faisaient semblant qu'ils n'étaient d'accord sur rien pendant 30 ans pouvaient gouverner autour d'une nouvelle matrice du centre. Donc c'est là où je dis que quand la gauche fait la même chose que la droite, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Elle perd son âme, elle ne défend pas celles et ceux qui doivent être les privilégiés dans ses plateformes politiques, en l'occurrence les femmes, les jeunes, la veuve et l'orphelin, comme on dit de manière classique. Et souvent, quand c'est les partis dits républicains, de l'arc républicain, que ce soit de gauche ou de droite, quand ils font à peu près la même chose, le risque, c'est d'ouvrir finalement la porte à des mouvements extrémistes. Vous avez cité Modi, vous avez cité Trump, vous avez cité Giorgia Meloni, qui vient même, elle, du post-fascisme. Et là, les Le Pen, Bardella sont un peu en route pour arriver à l'Élysée. Finalement, l'électorat en fait, ne se retrouve plus et considère qu'il faut tester autre chose de plus disruptif. C'est ce qui s'est passé aussi à peu près au Sénégal, où les électeurs n'ont jamais fait un pari aussi audacieux, aussi disruptif, parce qu'on considère que la classe politique traditionnelle, classique, mène à peu près les mêmes politiques économiques, les mêmes politiques sociales, et que nous ne parvenons pas à répondre de manière concrète aux préoccupations des gens. Nous allons peut-être tester autre chose, même si ils sont racistes, même s'ils sont xénophobes, même s'ils sont islamophobes, c'est pas très grave, on a tout tenté. Maintenant, on va essayer peut-être le pari de l'extrême pour voir si cela va marcher. Aussi, une bonne partie de la gauche occidentale de manière générale, enfin internationale, a décidé de quitter ses fondamentaux. C'est-à-dire de ne plus défendre les ouvriers et les travailleurs. D'avoir finalement cédé ces causes à des syndicats de plus en plus faibles, parce que les ouvriers, les travailleurs, maintenant sont de moins en moins syndiqués, et que finalement on a laissé un bon pan de ces populations paupérisées et précarisées, et finalement qu'est-ce qu'on a fait? On les a même jetés dans les bras des mouvements xénophobes, populistes. Il y a des études très sérieuses qui montrent quand même la propension du vote ouvrier pour Marine Le Pen en France. Alors que pendant 40 ans, ces gens ont voté pour le Parti communiste, mais à un moment donné, on considère que les partis de gauche les ont abandonnés pour d'autres considérations, et qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vers l'extrémisme, au moins qui fait semblant au moins de nous défendre. On va avancer en parlant un peu de l'avenir, de la paire notamment. Quelle part du legs de Macky Sall faut-il rompre ou dépasser pour espérer un vrai repositionnement sur l'échiquier politique? C'est une question très intéressante, très complexe, mais je pense ce qu'il faut défendre, ce n'est pas quelque chose de concret. C'est un esprit, de mon point de vue, qu'il faut dépasser. C'est l'esprit de l'authenticité de 2008, les membres fondateurs. Parce que le Sénégal 2008 de 2012 n'est pas du tout celui de 2025 à 2029. 2008, quand Macky Sall quittait Wade. Il était accompagné de gens extrêmement courageux, valeureux, vertueux. Aline Badara, exactement, qui était mon ami, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de considération, Ndiaye, Cissé Lo. Donc en fait, il n'y a rien à retirer de la valeur et de la loyauté de ces gens, mais je pense qu'il faut dépasser l'état d'esprit. Le Sénégal a changé, nous sommes un pays extrêmement jeune. Depuis lors, 2008, Facebook en était à ses premiers balbutiements. Aujourd'hui, nous ne parlons même plus de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, on parle d'intelligence artificielle. Et puis peut-être que les jeunes qui sont nés en 2008, aujourd'hui ont 17 ans. Donc tu peux leur raconter l'histoire que tu veux, ils n'étaient pas nés, soit ils venaient naître, donc ils ne s'en souviennent pas du tout. C'est comment repenser le logiciel, comment l'actualiser pour rester un parti de conquête, un parti de lutte politique, un parti de gouvernement. Ça c'est extrêmement important, un parti de gouvernement. C'est-à-dire un parti qui ne verse ni dans la démagogie populiste, ni dans la violence, ni dans le rejet de l'autre, ni dans la xénophobie. Nous ne sommes ni contre la France, ni contre les États-Unis, ni contre la Chine, ni contre la Russie. Nous sommes dans une forme de centralité politique.
et nous sommes ouverts, comme disait le président Senghor, à tous les vents fécondants du monde. Donc c'est un parti ouvert sur le monde, mais un parti qui se modernise, qui réactualise sa pensée et qui se rend compte aussi que l'esprit de 2008 à 2012 est un esprit, de mon point de vue, qu'il faut tuer pour le faire renaître autour d'un nouvel esprit de reconquête. Et d'ailleurs, c'est le mot, c'est la matrice qu'a édicté le président Sall, qui parlait de reconquête en 2008 et qui, il y a quelques mois, a édicté la matrice de la reconquête. Il a parlé de reconquête, il a parlé de rajeunir et féminiser. Donc aujourd'hui, je pense que lui-même a dépassé 2008 et nous aussi, je pense que nous devrions dépasser cet état d'esprit-là. Et quel leadership le parti doit-il incarner aujourd'hui pour espérer relancer et reconquérir la scène politique? Effectivement, le parti déjà assure une forme de leadership dans l'opposition parce que nous sommes le seul parti qui a un groupe parlementaire au niveau du Parlement. Nous avons plus de maires que même le parti au pouvoir, beaucoup de maires, beaucoup de présidents de conseil départemental. Nous avons un siège, nous avons des centaines de milliers de militants et nous avons un leader, un président de parti qui est là. Et il y a des gens qui sont partis, il faut le reconnaître, mais bon, ça c'est normal. Quand les gens, à un moment donné, considèrent que leur mission s'achève dans un parti, ils peuvent soit adhérer à un autre parti, c'est leur liberté, soit s'ils pensent même que leur mission, leur temps politique s'est achevé, ils peuvent partir et faire autre chose. Moi, je suis fondamentalement démocrate et libertaire. Je considère que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais donc, nous assumons une sorte de leadership dans l'opposition. C'est une position très compliquée. Parce que vous avez entendu, le Premier ministre n'a pas dit qu'on va dissoudre tel ou tel autre parti. Il a parlé de l'Alliance pour la République. C'est la position de leadership dans l'opposition qui le fait. Mais cette position, donc, elle nous engage à lutter fondamentalement pour l'unité de l'opposition. C'est important. Parce que nous devons même faire plus d'efforts que tous les autres pour garantir une sorte de la construction d'un bloc au niveau de l'opposition, une unité d'action, voire une unité un jour organique. Nous avons aussi la responsabilité d'agiter des idées, les thématiques de l'emploi, les thématiques des femmes, les thématiques de la sécurité, pour aussi que nos alliés se les approprient afin de bâtir une nouvelle plateforme. Parce que moi, je suis fondamentalement convaincu que les alliances autour de figures de personnes ne servent absolument à rien. Et c'est cela d'ailleurs qui a contribué à dévitaliser la politique et à orienter beaucoup de jeunes, notamment vers le PASTEF. Donc les alliances autour de figures ne servent pas à grand-chose. Ce qui importe, c'est les alliances programmatiques. C'est qu'est-ce qu'on bâtit ensemble. Quel projet porteur, transformateur on va bâtir ensemble. Même sur la question du pouvoir d'achat des Sénégalais, qu'est-ce qu'on pense? Sur la question de la réforme fiscale, nous, qu'est-ce qu'on pense? Sur la question de la sécurité et de la défense nationale, notamment avec le désordre qu'on connaît dans le Sahel, nous, qu'est-ce qu'on apporte? Sur la question de la jeunesse, qui est aujourd'hui au cœur de toutes les politiques publiques, la question aussi des audits, etc. Vous en parlez du contrôle finalement des finances publiques, la question de la dette. Donc sur toutes ces thématiques-là, nous devons apporter, nous, des réponses sérieuses, bâtir des réponses sérieuses, critiquer certes le pouvoir, mais au-delà de la critique, nous projeter pour demain, si on revient au pouvoir, qu'est-ce qu'on met en place qui est basé sur notre bilan, sur aussi le contexte. Donc cette responsabilité-là dans l'opposition, elle nous incombe et nous incombe en même temps un travail d'unité, de réflexion pour bâtir de nouveaux printemps. Donc, quand vous parlez de leadership, il ne s'agit pas d'avoir un chef charismatique capable de mobiliser des foules, mais plutôt un leadership collectif qui restructure l'APR en profondeur. Non, l'APR a un chef, l'APR a un président. Sachant que lui, il est à l'extérieur. Il s'appelle Macky Sall, effectivement, mais il est là. Vous le voyez derrière moi d'ailleurs. Non, l'APR a un chef. Moi, je crois à l'esprit collectif qui pense, parce qu'un seul esprit ne suffit pas. Mais je pense quand même aussi à l'organisation et à la méthode et à la hiérarchie dans toute forme d'organisation, sinon ça ne marche pas. Le président Sall est le président de l'APR, c'est lui qui fixe les grandes orientations du parti, c'est lui qui nomme même les membres du secrétariat exécutif national qu'on a installé il y a à peu près une dizaine de jours. C'est lui donc en fait qui irrigue finalement les pensées, les courants de pensée dans le parti, mais cela n'empêche pas aussi qu'il laisse à tout un chacun l'autonomie dans les différents organes qu'il dirige ou dans lesquels il siège, de réfléchir, de proposer des choses. Et nous ne sommes pas téléguidés, c'est-à-dire que nous avons notre liberté d'action, mais il est important aussi, dans une organisation, il faut qu'elle soit méthodique, il faut qu'on soit organisé. Ce n'est pas une foire où chacun fait ce qu'il veut. Nous répondons d'une autorité, mais cela ne nous empêche pas quand même d'avoir une liberté d'action et de penser. Macky Sall doit donc rester stratège du parti et non pas céder la place à une nouvelle génération?
Bon, il serait assez téméraire et malvenu de ma part de dire à Macky Sall qu'est-ce qu'il doit faire. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il fait de la politique. Il connaît ça du bout des ongles, j'allais dire. Je lui laisse effectivement la liberté de son action et je sais qu'il sait où il va. Alors, Hamidou Anne, ce que moi je note, c'est qu'en Afrique, les fondateurs de partis ou leurs successeurs, dans certains cas, ils ont du mal à passer le témoin après la perte du pouvoir. Parfois même dans ceux qui sont restés dans l'opposition, ça arrive. Et donc ces fondateurs sont un peu dans une démarche de patrimonialisation. Ils veulent toujours garder le contrôle et finalement, le parti finit par se désagréger avec parfois une fraction qui va fricoter un peu avec le pouvoir. On l'a vu ici au Sénégal et le cas le plus emblématique de mon point de vue, c'est le PDS. On le retrouve aussi en Côte d'Ivoire avec le FPI de Gbagbo, le PDCI de, comment il s'appelle, Henri Konan Bédié. Au Togo, on l'a vu avec Gilles Christ Olympio. Et au Bénin aussi, on l'a vu avec les partis des anciens présidents Boni Yahi comme Nissoufo Soglo ou carrément certains partis de famille avec les Soglo. Alors, bref, les cas sont légion. Est-ce que cela ne guette pas l'APR? Et est-ce que si le président Sall continue d'être trop président dans le fonctionnement du parti? Non, cela ne guette pas la paire pour deux raisons principalement. Parce que d'abord, le président Sall n'a pas perdu. En 2024, il n'était pas candidat. Ça, c'est important. C'est un détail. Non, c'est pas. En plus, non, c'est quelque chose de très. C'est pas sémantique. C'est quelque chose de très important. Le président Sall est le premier président sénégalais à organiser une élection sans être lui-même candidat. Et d'où aussi ce que je disais tout à l'heure sur l'approfondissement de la démocratie, parce que c'est le premier président qui organise une élection présidentielle, sans contestation d'ailleurs, et qui n'est pas candidat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, son leadership n'est pas contesté dans le parti. Vous savez, les exemples que tu as cités, c'est quand même souvent des partis fragmentés, divisés, parce qu'il y a des querelles de chefs, il y a des querelles un peu de leadership, et même des querelles de camp et de courant. En tout cas, ici, non, tout le monde accepte le leadership du président Macky Sall. Je ne vois pas de division. Il y a quelque chose par contre qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis, mais ils sont partis souverainement. Et d'ailleurs, ils sont partis en bon terme pour la plupart des cas. Ils ont rejoint l'affaire. Non, ils ont rejoint le PASTEF. Peut-être pas, en tout cas ils sont partis, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais en tout cas ils sont pas peut-être partis d'ailleurs pour l'essentiel en de mauvais termes. Le président, les autres sont là, le président Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale est là, le dernier premier ministre de Macky Sall, Sidiki Kaba est là, les fondateurs du parti, les maires, les ministres, l'essentiel quand même je pense des cadres sont là et tout le monde accepte de travailler sous le leadership du président Macky Sall parce que ce n'est pas un leadership oppressant et ce n'est pas un leadership autoritaire. Il y a une autorité mais qui n'est pas autoritaire et donc nous travaillons en bonne intelligence et encore une fois il nous laisse quand même suffisamment de marge de manœuvre et laisse le soin à tout un chacun de prendre des initiatives avec le seul intérêt finalement de défendre les intérêts, défendre en fait le parti. Vous pensez que Macky Sall a fini avec les postes électifs, les fonctions électives au Sénégal? Alors ça c'est une bonne question mais je vais lui poser, ensuite je reviens vers toi. Très bien. Alors, est-ce que pour faire face au pouvoir de PASTEF, que certains présentent comme un parti-État, vous pourriez être amené à réaliser ce que certains libéraux ont parfois évoqué depuis des années sans jamais rien entreprendre réellement dans ce sens, c'est-à-dire les retrouvailles de la grande famille libérale? Moi, je poserais la question autrement, Fred. Moi, je parlerais plutôt des retrouvailles de la famille républicaine. Parce que je pense aujourd'hui que Au-delà des libéraux. Au-delà des libéraux, moi je ne suis pas libéral, au-delà des sociodémocrates et communistes, moi je pense quand même qu'il y a un danger qui guette notre pays, au-delà de l'incertitude, au-delà du bruit, de la fureur que je mentionnais tout à l'heure. Parce que quand un premier ministre chef de parti majoritaire affirme plusieurs fois sa volonté de construire un parti-État qui n'existe finalement qu'en Corée du Nord, il y a manière à s'inquiéter. Quand un premier ministre reproche finalement aux magistrats et à l'ancien garde des Sceaux de ne pas se soumettre à ses moindres desiderata, il y a matière à s'inquiéter. Quand un premier ministre donne des injonctions au président de la République pour virer un tel ou un tel, il y a matière à s'inquiéter. Et cette haine, parce que c'est ça le mot, je prends même des précautions, mais cette haine que je vois dans certains pans, pas peut-être au niveau de l'appareil central, mais dans les périphéries du parti au pouvoir, m'interpelle et il ne faut pas que l'on fasse semblant de n'avoir rien vu. Et tout ceci appelle de nous
une réponse sérieuse, mais qui va au-delà. C'est de construire au-delà des frontières idéologiques et des appareils conceptuels. Il faut, de mon point de vue, construire une digue entre ce que je considère comme un parti anti-républicain, à savoir le PASTEF, et tous les autres républicains. Et l'APR, en tout cas, est dans cette dynamique-là, c'est-à-dire la maison commune, le refuge des républicains, des démocrates, des patriotes et tous ceux qui sont attachés encore à la liberté de presse, à la liberté d'expression. Quand la gendarmerie fait éruption dans des médias pour quand même fermer le média, arrêter les patrons de presse ou des journalistes parce que, sur ordre politique bien entendu, parce qu'ils auraient diffusé une interview d'un acteur public, je trouve que c'est très regrettable et que quand même une étape, de mon point de vue, a été franchie. C'est comme si aujourd'hui tu disais, oui, il y a un tel qui s'appelle Bruno Leroux, qui était ministre de l'Intérieur de France, qui décide d'envoyer la police ou la gendarmerie française à RTL, à RFI, à France 24, parce qu'on aurait interviewé quelqu'un. Pour moi, quand même, un pas assez dangereux a été franchi. Et ceci appelle de nous une réponse, mais au-delà des appareils idéologiques, au-delà des familles classiques sénégalaises. Mais je considère qu'en tout cas, c'est ça, moi, mon opinion, c'est qu'il faut que l'on bâtisse un front républicain face au PASTEF. Très bien. Toujours dans cette même optique, pensez-vous qu'il est possible, dans cette perspective, de mettre ensemble le PDS et l'APR, Réumi, Bob Gisgis de Pape Diop, LDR, Yessal de Bien Fada, et même et d'autres qui ne sont pas de votre parti, comme Aïssata Tall Sall qui a géré le pouvoir avec Macky Sall. Ce serait possible? Oui, c'est déjà possible parce qu'ils étaient ensemble aux législatives. Les partis que vous venez de citer ont fait alliance dans le cadre de Takowalou aux législatives avec aussi le parti Oser l'avenir de Matata et Aïssata Tall Sall. Donc c'est déjà de fait, et tous ces partis allant je dirais du PDS à RTA de mon ami El Hadj Momar Samb travaillent au sein du FDR. Donc les connexions existent, les ponts existent déjà. Il faut de mon point de vue aller beaucoup plus loin dans par contre la conception d'une vraie plateforme d'idées, de réflexion et d'action pour conquérir le pouvoir en 2029 et gouverner ensemble. Hamid Han, parlons à présent des valeurs. Vous parlez souvent de république, de laïcité, d'État fort. Pensez-vous que ces valeurs sont menacées aujourd'hui sous le magistère de PASTEF? Absolument, ce sont des valeurs qui sont menacées par le PASTEF dès qu'il a acquis une certaine puissance dans l'opposition. Parce que, de mémoire, je n'ai jamais vu un chef de parti qui traite un magistrat de lâche et qui dit à ses militants, la prochaine fois qu'il y a manifestation, si vous allez dans les maisons des dirigeants, vous trouverez de l'argent là-bas, à la limite, servez-vous. Ou quelqu'un qui, quand il parle de la police de Macky Sall, un chef de parti parlementaire, d'ailleurs, en tout cas ancien parlementaire ou maire, qui dit qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat de la police. Je pense qu'une ligne rouge a été franchie par le PASTEF et son leader, et tout le monde a vu les appels à l'insurrection répétés, une forme même de jubilation dans le mal et dans la destruction, la violence, etc. Je pense qu'effectivement, ces valeurs-là républicaines sont menacées. Parce que c'est quoi la République? Dit comme ça, effectivement, ça paraît très abstrait, mais c'est la République qui garantit finalement notre vie en commun, notre commun vouloir de vie commune, comme disait Senghor. C'est la République qui garantit l'expression d'une laïcité totale ou ouverte. On a vu aussi le Premier ministre s'en prendre aux écoles catholiques, parfois d'ailleurs en les accusant d'être des écoles étrangères, ce que je trouve assez abominable comme réflexion. Et la République, c'est aussi qui garantit l'égalité de tous les citoyens, qu'il n'y ait pas des citoyens de seconde zone et des citoyens de première ou de troisième zone. Donc quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au sein de l'appareil d'État, où des jeunes mal élevés insultent le président de la République, un député qui dit qu'il ne va pas voter tel budget, un maire qui s'en prend à un ministre qui s'en prend à son collègue et tout. On voit qu'il y a une forme de bordélisation de l'État du Sénégal, et je ne peux pas me résoudre en tant que républicain, en tant que quelqu'un de très attaché à l'État et à la nation, à voir ça prospérer sans m'inquiéter, et après l'inquiétude, sans aussi tenter avec des camarades d'agir pour faire quelque chose afin que cela cesse. Donc ces valeurs-là de laïcité, de république sociale, de démocratie, les arrestations que j'évoquais tout à l'heure de patrons de presse, les convocations tous azimuts d'activisme, la criminalisation finalement de toute opposition contraire au PASTEF, pour moi, tout ça mis bout à bout et mis dans une même corbeille, appelle finalement à l'inquiétude.
appelle à l'inquiétude, mais appelle aussi à une révolte, à une révolution citoyenne. Et il ne faut pas agir avec le PASTEF comme il l'a fait, il ne faut pas agir dans la violence. Je déteste la violence. Je déteste la violence. Je suis profondément attaché à la paix parce qu'à chaque fois qu'il y a violence, ce sont les nôtres de Pékin, là où je viens, de Guédiawaye, de Tcharoy, de Diamaguène, c'est eux qui perdent en premier. Ce sont ces mères de famille-là qui vont voir leurs enfants mourir, tomber sous les balles de je ne sais qui, ou arrêtés et j'étais pendant longtemps parfois en prison. Donc c'est pour cette raison et parmi d'autres que je suis extrêmement attaché à la paix, à la justice et je suis profondément dans la détestation de la violence. Donc effectivement, il faut agir contre le passé pour préserver nos libertés, préserver la démocratie, la République et garder le Sénégal comme un état de droit, mais il ne faut agir ni dans l'invective, ni dans l'outrance, ni dans l'outrage, encore moins dans la violence. Très bien, Hamidou. Alors, le Sénégal semble pris entre la moralisation religieuse et le désenchantement civique. À votre avis, comment restaurer un esprit républicain sans rejeter la spiritualité populaire? Les deux sont liés. Je pense que nous avons une république qui est profondément ancrée aussi dans les valeurs de spiritualité, qu'elles soient chrétiennes ou juives, ou musulmanes. Il y a des juifs au Sénégal? Oui, j'ai un ami juif au Sénégal. Oui. Effectivement, donc non, notre république, notre laïcité a été conçue sur le modèle de la laïcité initiale française, celle d'Aristide Briand. Celle d'Aristide Briand, c'est-à-dire que nous sommes une laïcité qui ne rejette pas le fait religieux. Effectivement, l'État n'a pas de religion, la République du Sénégal n'a pas de religion, mais l'État du Sénégal est équidistant finalement de tous les cultes. Et ça, l'essence même de la laïcité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une laïcité de rejet de l'autre pour sa croyance, mais nous sommes dans une laïcité d'absorption de toutes les croyances autour de la grande famille symbolique de la République. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'au-delà, pour les jeunesses notamment, qui vivent dans une sorte de désenchantement républicain et démocratique, c'est de les ramener dans le giron de la République, dans son essence même, c'est-à-dire la souveraineté populaire, l'unité et l'égalité de tous les citoyens devant la loi et devant les opportunités. Et qu'il faut que l'on socialise, que la République soit aussi un espace de socialisation. C'est-à-dire qu'on a laissé les jeunes, notamment dans les banlieues et dans les zones rurales, souvent être socialisés dans d'autres espaces, que ce soit des espaces de confréries, des espaces associatifs, parfois des écoles, des madrasas, des écoles coraniques, parfois même où on enseigne un discours, disons, peu en phase avec l'islam soufi et ouvert qui est le nôtre traditionnellement. C'est qu'en fait, les espaces de socialisation ont pris parfois le relais de l'échec de la République à socialiser tous ces enfants. Il faut que nous arrivions à mettre en exergue, à rendre vraie la promesse de la République, à savoir la promesse de l'égalité dans la prospérité. Est-ce que tu veux...